Le dernier kidnappeur s'effondra sur le béton dans un bruit mat et humide, son gilet tactique inutile face à l'attaque précise de Lucas Crawford sur son artère corrodée. La vapeur s'élevait de leur corps inconscient dans l'air glacial de l'entrepôt, se mêlant à l'odeur métallique de la peur et du carburant diesel. Cassandra Reed s'appuya contre le conteneur, son épaule effilochée révélant la soie de son tailleur griffé, tandis qu'elle regardait ce mécanicien apparemment banal essuyer le sang de ses jointures éclatées avec la même efficacité détachée qu'il aurait mise à nettoyer de l'huile moteur. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait par à-coups alors que Lucas remettait son pistolet au fourreau, celui qu'il avait arraché au mouvement d'un de ses ravisseurs avec une fluidité et une maîtrise qui trahissaient des années d'entraînement. Rien à voir avec l'homme doux qui lui avait changé son pneu à plat 3 heures plus tôt. Le silence qui s'installait entre eux n'était interrompu que par les sirènes lointaines et le goutte-à-goutte régulier de condensation tombant des poutres rouillées au-dessus de leur tête. Lorsqu'elle murmura enfin, « Qui êtes-vous vraiment ?» Lucas se figea, la main à mi-chemin de son téléphone. Dans cet entrepôt, entouré de professionnels inconscients qui savaient exactement où les trouver, il venait de commettre la seule erreur qu'il s'était juré de ne jamais refaire. Et la femme qui le regardait avec ses yeux larges, terrifiée, ignorait que sauver sa vie venait peut-être de détruire tout ce qu'il avait sacrifié 13 ans durant pour protéger. 3 heures plus tôt, Lucas était couché sous la Honda Civic rouillée de Madame Petersen, maudissant le bouchon de vidange dévissé qui allait lui coûter encore une heure qu'il n'avait pas à perdre. La radio de l'atelier crachotait des talk-shows de l'après-midi tandis que les néons grésillaient au plafond, projetant des ombres dures sur le béton taché d'huile et de rêves brisés. Son téléphone vibra contre sa hanche. Une autre facture en retard. Probablement la compagnie d'électricité, cette fois. La liste de fournitures scolaires de Mason était froissée dans sa poche, $27 d'articles qui semblaient peser 27 000. La clé anglaise glissa de ses doigts huilés, tombant avec un fracas sur le sol alors qu'il fermait les yeux pour oublier le goût de la peur et le poids des lunettes de vision nocturne. Certains fantômes refusaient de rester enterrés, peu importe la profondeur de la tombe. La clochette de l'atelier tinta, suivie du clic distinct des talons chers sur le béton. Lucas se redressa, essuyant ses mains sur une combinaison qui avait connu de meilleurs jours, et se retrouva face à des jambes faites pour les salles de réunion, pas pour les ateliers de quartier. Cassandra Reed se tenait dans l'encadrement de la porte, son tailleur parfaitement ajusté rendant la salle d'attente déjà miteuse encore plus pitoyable. Elle serrait un sac en cuir dont la valeur dépassait ce que Lucas gagnait en 3 mois. Ses doigts parfaitement manucurés tambourinaient contre la surface avec une nervosité palpable. Sa BMW était stationnée à l'extérieur, pneu arrière à plat, vapeur s'échappant du capot comme un drapeau blanc de reddition. « Je sais que je ne suis pas votre cliente habituelle », dit-elle d'une voix douce mais autoritaire, celle de quelqu'un qui avait l'habitude d'être écouté. « Mais mon garage habituel est fermé, et j'ai une réunion que je ne peux absolument pas manquer. » Ces mots suggéraient que manquer une réunion n'était pas quelque chose que Cassandra Reed faisait souvent, si jamais. Lucas hocha la tête vers le pont élévateur, l'habitude professionnelle prenant le dessus sur l'instinct de rappeler qu'une femme comme elle n'avait généralement pas besoin de son aide. Alors qu'il soulevait la voiture, elle arpentait derrière lui, téléphone collé à l'oreille, chuchotant avec intensité sur des réunions et des projections trimestrielles qui ne collaient pas. Le pneu avait été tranché, pas simplement percé, une coupe nette et délibérée qui fit dresser les poils de Lucas, souvenir de sabotage rencontré en Irak, reconnaissant un travail professionnel même avec des outils civils. « Mademoiselle Reed, dit-il doucement, sa voix tranchante comme une lame, la faisant interrompre sa conversation. « Quand avez-vous remarqué le pneu plat ?» demanda-t-il. Elle se tourna vers lui, quelque chose dans son ton semblant transpercer son armure corporative comme une lame dans la soie. « Il y a environ 10 minutes, dans le parking de mon bureau. » Avant qu'elle n'ait pu en dire plus, les premières balles éclatèrent contre la vitrine de l'atelier. Lucas la projeta derrière le pont hydraulique tandis que les rafales d'armes automatiques claquaient là où sa tête s'était trouvée quelques secondes auparavant. Des éclats de verre pleuvaient comme un confetti mortel, tandis que la radio se transformait en un grésillement ponctué d'étincelles projetant des ombres sinistres sur les murs. Elle hurla, un cri brut et primal, loin de l'exécutif contrôlé qui avait franchi sa porte quelques minutes plus tôt avec rapport trimestriel et réunion en tête. « Restez au sol » ordonna Lucas, sa voix prenant une tonalité que jamais elle n'avait entendue, calme, autoritaire, mortelle comme l'acier glacé de l'hiver. Hilo se glissa vers sa boîte à outils, ses doigts fermant le Glock qu'il s'était promis de ne plus jamais utiliser. Son poids familier dans sa paume rappelait un vieil ennemi. La transformation fut instantanée et terrifiante, mécanicien devenu guerrier en un battement de cœur. Il compta 3 pas distincts à l'extérieur. Discipline militaire, suggérant un entraînement professionnel plutôt que des criminels à la recherche d'un gain rapide.
il attrapa le poignet de Cassandra, la guidant vers la sortie arrière tandis que les balles ricochaient sur le matériel métallique autour d'eux, chaque déviation chantant un air de violence et de mort. Ses talons griffés se prirent dans une rigole d'huile, la faisant tomber contre sa poitrine. Pour un instant, il sentit un mélange de parfums coûteux, de peur et d'huile moteur, une combinaison improbable qui fonctionnait pourtant. « Pouvez-vous courir avec ces chaussures » murmura-t-il contre son oreille. Sans hésiter, elle les retira, ses bas de soie se déchirant immédiatement sur le béton, comme un monde soigneusement construit qui s'effondre. La porte arrière donnait sur une ruelle jonchée d'ordures et de pluie, mais surtout, elle offrait 3 voies d'évasion que Lucas avait mémorisées dès sa première semaine ici. « Visez et tirez », dit-il, pressant le bloc dans ses mains tremblantes et guidant ses doigts pour montrer la bonne prise. « Ne réfléchis pas, survis seulement. » Le SUV noir qui déboula dans la ruelle confirma les pires craintes de Lucas, ce n'était pas de simples criminels, mais une unité militaire coordonnée, communication visible dans les oreillettes, armes tenues avec compétence professionnelle. Il saisit la main de Cassandra et la tira vers l'escalier de secours du bâtiment adjacent, leurs pieds nus et bas de soie peinant à trouver appui sur les barreaux métalliques glissants de pluie. En dessous, des projecteurs tactiques perçaient les ombres tandis que leurs poursuivants se dispersaient pour couvrir toutes les issues. « Pourquoi veulent-ils me tuer » halta-t-elle, haletante, en atteignant le 2e palier. Lucas jeta un regard à son tailleur déchiré et à ses pieds ensanglantés. Cette femme qui était entrée pour un simple changement de pneu se retrouvait au cœur d'une guerre qu'elle ne comprenait pas. « Lady, la vraie question est plutôt, comment savait-il exactement où vous trouvez ?» Les implications pesaient entre eux comme la fumée d'un cortège funéraire. Le toit offrait un refuge temporaire, mais pas d'échappatoire réel. La vue panoramique du district industriel s'étendait jusqu'au centre-ville de Portland, comme un océan de béton sous des nuages d'orage. Cassandra frissonna dans l'air du soir, sa blouse de soie offrant peu de protection contre le froid perçant du Pacifique Nord-Ouest. Lucas ôta sa chemise de travail, révélant un réseau de cicatrices sur son dos, témoin silencieux de combats passés qu'il n'avait jamais racontés, pas même au professeur de maçon. Il drapa la chemise autour de ses épaules, captant le regard de Cassandra sur les marques de shrapnel près de son omoplate, souvenir d'un engin explosif qui avait coûté une jambe à son chef d'équipe. « Navy Seal » murmura-t-il, répondant à la question muette suspendue entre eux. Irak, 2010 à 2015. Elle serra la chemise contre elle, l'odeur d'huile moteur et quelque chose d'indéfiniment masculin la rassurant plus que n'importe quelle équipe de sécurité. Cassandra Reed, Reed Defense Technology, souffla-t-elle. L'entreprise de mon père. Lucas sentit le monde basculer. Reed Defense Technology, ce nom hantait ses cauchemars, imprimé sur des documents classifiés qui avaient coûté la vie à son équipe dans un village près de Mossoul. Ses mains tremblaient, pas du froid, mais sous le poids des souvenirs et de la rage contenue depuis 13 ans. Jonathan Reed, dit-il lentement. Son expression fit reculer Cassandra d'un pas vers le bord du toit. Son regard devint distant, perdu dans des fantômes plutôt que dans les lumières de la ville. Sa montre tactique militaire reflétait la lumière ambiante, geste inconscient, mémoire musculaire d'opération terminée dans le sang et le sable. « Opération Iron Shield » murmura-t-il. 203 L'entreprise de ton père a fourni des renseignements, mauvais renseignements. Cet homme sont morts parce que Reed Defense avait indiqué l'école au lieu du dépôt d'armes. Cassandra s'effondra sur le gravier du toit, ses bas déchirés mordant sa peau comme des dents en colère. L'entreprise de son père avait financé sa scolarité à Stanford, leur domaine familial, et elle avait toujours cru qu'ils étaient du bon côté. Impossible, murmura-t-elle, secouant la tête. Mais même en le disant, elle se souvenait des appels nocturnes dans des langues inconnues, des classeurs verrouillés, de la paranoïa grandissante de son père, des réunions qu'elle ne pouvait pas suivre malgré son MBA et son poste de direction. Lucas observait son monde s'effondrer, quelque chose qui aurait pu être de la sympathie si son sens du pardon n'avait pas été enterré avec cet homme mort à Mossoul pour les profits d'une entreprise. J'enquête sur lui depuis 2 ans, avoua-t-elle d'une voix creuse. Des irrégularités financières, des contrats occultes, des paiements à des sociétés qui n'existent que sur le papier. Je pensais qu'il détournait juste de l'argent, pas qu'il faisait tuer des gens. Lucas étudia son visage, cherchant toute déception et ne trouvant que l'honnêteté dévastatrice qui transperçait sa colère comme le soleil à travers les nuages d'orage. Elle n'était pas seulement la fille de Jonathan Reed, elle était son ennemi involontaire, rassemblant les preuves qui pourraient enfin le faire tomber. C'est pour ça qu'ils sont venus pour vous aujourd'hui, comprit-il. Elle hocha la tête, des larmes traçant des sillons dans la saleté de ses joues. Je devais présenter mes conclusions au conseil demain matin. Quelqu'un les a divulguées. En dessous,
Les projecteurs tactiques balayaient la ruelle tandis que les poursuivants se regroupaient avec la patience de chasseurs professionnels. Lucas entendit les communications radio, ces hommes n'étaient pas de simples mercenaires, mais du personnel militaire actif, opérant en dehors des circuits officiels. L'ampleur de l'influence de Jonathan Reed s'étendait plus loin qu'il n'avait imaginé. « Nous ne pouvons pas rester ici, dit-il, aidant Cassandra à se lever avec des mains douces, façonnées par 8 années d'éducation d'un fils seul. Ses pieds ensanglantés et ses bas déchirés ne la faisaient pas se plaindre alors qu'il la guidait vers une issue, qu'elle soit salut ou damnation, à ce stade, peu importait. L'escalier de secours menait à un quai de livraison où les camions et véhicules civils pouvaient offrir un camouflage temporaire. Lucas chronométra leur descente avec la précision apprise dans chaque opération SEAL, le silence valait autant que la vitesse. Ils tombèrent dans la cabine d'un semi-remorque, le grondement du moteur diesel couvrant le bruit de leur atterrissage comme le tonnerre masquant l'éclair. L'air était chargé de tension, mais pour la première fois, Cassandra sentit, malgré la peur, une étrange sécurité aux côtés de cet homme dont elle ignorait tout. Le conducteur dormait dans sa cabine, ronflant si fort qu'on aurait cru réveiller les morts, totalement inconscient du drame qui se déroulait dans sa remorque. Une maigre consolation dans une nuit qui n'avait offert que très peu de répit. Lucas démarra le moteur avec une efficacité acquise par des années d'expérience, tandis que Cassandra scrutait les rétroviseurs latéraux, reflétant les faisceaux des lampes tactiques qui balayaient la zone comme des projecteurs à la chasse d'évadés. Le camion vibra, s'élança avec un sifflement pneumatique, ses phares perçant l'obscurité industrielle tandis qu'il prenait de la distance avec l'atelier automobile devenu champ de bataille. Assise sur le siège passager, Cassandra serrait contre elle la chemise de travail de Lucas, le choc de l'adrénaline la laissant trembler comme une feuille secouée par un ouragan. « Où allons-nous » murmura-t-elle, sa voix minuscule, presque engloutie par le ronron mécanique du camion. Lucas vérifia les rétroviseurs, à la recherche de véhicules en poursuite parmi le flux épars des automobilistes du soir, rentrant chez eux auprès de familles qui n'auraient jamais idée de la proximité avec laquelle elles avaient frôlé un conflit urbain. Le quartier des entrepôts abandonnés près du fleuve Columbia constituait le plan de secours de Lucas depuis son installation à Portland, 8 ans plus tôt. L'endroit idéal pour disparaître si le passé rattrapait enfin un homme, comme un créancier réclamant le paiement en sang. Les bâtiments vides longeaient le front de rivière comme des dents brisées, fenêtres éteintes, parking envahi par les herbes folles qui percevaient l'asphalte fissuré. Avec la persistance de la vie qui refuse de céder, il gara le camion volé derrière un quai de chargement déserté depuis plus d'une décennie. L'air, lourd de rouille et d'odeur de rivière, rappelait la mémoire d'industries mortes depuis longtemps. Cassandra le suivit à travers une ouverture dans la clôture métallique, ses pieds nus avançant prudemment sur le béton jonché de débris, chaque fissure et chaque gravat racontant l'histoire d'un effondrement économique et de la décrépitude urbaine. L'entrepôt choisi possédait plusieurs sorties et une visibilité dégagée dans toutes les directions. Des avantages que Lucas avait appris à apprécier, ici, la vue signifiait survie et les angles morts, la mort. « Chez moi », dit-il avec gravité, sortant de sa poche une clé ouvrant une porte latérale sur laquelle étaient inscrits des avertissements concernant l'intrusion et la poursuite judiciaire que personne ne ferait appliquer. À l'intérieur, le lieu semblait abandonné de manière contrôlée, témoignant d'une préparation minutieuse et d'une planification paranoïaque. Lucas avait passé des mois à aménager cette cachette, accumulant des provisions dans des conteneurs qui semblaient vides de l'extérieur, mais renfermaient tout le nécessaire pour survivre dans un monde devenu hostile. Équipements de communication militaire, armes interdites aux civils, fournitures médicales et nourriture pour plusieurs semaines si nécessaire. Les préparatifs d'un homme qui savait que la paix était éphémère et que la violence rôdait toujours dans l'ombre. Cassandra observait l'efficacité organisée de son plan, la compréhension naissant dans ses yeux comme un soleil levant sur un champ de bataille. « Tu te préparais à quelque chose comme ça » dit-elle, non pas comme une question, mais comme une constatation suspendue dans l'air entre eux. Lucas activa un chauffage fonctionnant sur batterie, dont le doux ronron résonnait contre les murs de béton, chassant progressivement le froid humide de la rivière qui s'infiltrait comme le désespoir dans l'espoir. « Ton père a détruit mon équipe, ma carrière, ma vie entière » murmura-t-il, sa voix portant le poids de 13 années de rage refoulée. Mais il a commis une erreur. Le kit médical contenait antiseptiques et pansements pour les pieds de Cassandra, endommagés plus qu'elle ne voulait l'admettre après leur fuite d'un monde devenu fou en l'espace d'un après-midi. Lucas travaillait avec l'efficacité clinique d'un médecin de combat, nettoyant les blessures et appliquant des bandages compressifs pendant qu'elle serrait les dents contre la brûlure de l'antiseptique, un feu liquide sur sa peau. Ses mains tremblaient alors que l'adrénaline s'éteignait enfin, lui laissant ressentir toute l'ampleur de ce qui venait de se passer et la terrible certitude que son père, l'homme qui lui avait appris à faire du vélo et aider pour les devoirs, était un monstre. « Ils essayaient vraiment de me tuer »
murmura-t-elle, comme si le dire à voix haute rendait le cauchemar plus réel, bien qu'elle espérait encore s'éveiller. Lucas hocha la tête, fixant le dernier pansement avec du ruban médical, ses gestes doux malgré la violence qui les avait réunis. Équipe de tueurs professionnels, entraînement militaire, coordination en temps réel? Énuméra-t-il comme s'il présentait des preuves dans un procès qui ne verrait jamais le tribunal. Ton père ne prend pas de risque pour protéger son empire. Il leva les yeux vers elle, cette femme héritière d'un legs de sang et de trahison sans connaître le prix payé sur des terres étrangères. La question est, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Cassandra sortit son ordinateur portable, dont l'écran projetait une lueur bleue sur les murs de l'entrepôt comme un feu sacré électronique, donnant accès à des fichiers protégés par des couches de cryptage qui feraient pleurer d'envie des cryptographes gouvernementaux. Dossiers financiers, contrats, journaux de communication, années de preuves peignant une image de corruption systématique atteignant les plus hauts niveaux du gouvernement, comme un cancer métastasant dans des tissus sains. J'ai tout, dit-elle, sa voix prenant de l'assurance alors qu'elle se concentrait sur ces données familières qui faisaient sang dans un monde devenu insensé. Paiement à des sites noirs officieusement inexistants. Financement d'opérations absentes de tout registre gouvernemental. Contrat pour du matériel jamais livré à des soldats morts en attendant des fournitures vendues aux plus offrants. Lucas parcourait les documents par-dessus son épaule, mâchoire crispée en reconnaissant les codes d'opération de son propre déploiement, les noms de ceux qui étaient morts parce que les profits importaient plus que les vies américaines. C'est mon unité, dit-il en montrant un fichier intitulé « Iron Shield ». Paiement final, doigt tremblant de rage à peine contrôlé. 7 soldats morts et ils appellent ça un succès. Mais en continuant de faire défiler les fichiers, son expression changea, passant de la colère à quelque chose de plus sombre, plus complexe. Ces dates? Dit-il lentement, traçant une chronologie qui ne correspondait pas à ses souvenirs. Certaines opérations auraient eu lieu après 2015, après ma sortie. Cassandra se pencha, son parfum se mêlant à l'odeur industrielle de l'entrepôt alors qu'elle suivait sa logique. C'est impossible. Tu as dit que Iron Shield était en 2013, mais là, ça montre des paiements jusqu'en 2017, 2019. Sa voix s'éteignit alors que les implications coulaient comme des pierres dans l'eau. Lucas, et si ton équipe n'était pas la fin? Et si ce n'était que le début? L'écran de l'ordinateur éclairait leur visage alors qu'ils contemplaient les preuves d'opérations toujours en cours. Unités militaires actuelles dont le sort pourrait déjà être scellé par l'avidité de Reed Défense. Le monde de Lucas vacilla de nouveau. Le poids de cet ami mort rejoint par la possibilité d'innombrables autres soldats marchant vers des pièges qui n'existaient pas encore, mais existeraient aussi sûrement que le soleil se lèverait demain sur un autre jour de meurtre sponsorisé par des entreprises. Le bruit de véhicules approchant les fit se figer. L'écran de l'ordinateur se refléta dans les yeux de Lucas, tandis qu'il évaluait la situation tactique avec une efficacité quasi informatique, plusieurs moteurs, schémas d'arrivée coordonnés, le sifflement distinctif des équipements de communication militaire annonçant la violence et la mort professionnelle. À travers les vitres sales, les lampes tactiques sondèrent le complexe comme des doigts mécaniques, à la recherche de leur présence avec la patience de prédateurs sachant que leur proie était acculée. Ils nous ont trouvés, souffla Cassandra, pâle sous la lumière bleue de l'ordinateur, réalisant que fuir n'était plus une option, si tant est qu'elle l'ait jamais été. Lucas bougea déjà, rassemblant armes et provisions d'urgence dans les caches de l'entrepôt. Ses mouvements, économes et mortels, laissaient le contrôle conscient derrière lui, remplacé par la mémoire musculaire. Le gilet pare-balles glissa sur ses vêtements de travail comme une seconde peau, le transformant de simple figure paternelle en prédateur redoutable. Pas encore, dit-il gravement en vérifiant chargeur et fréquence radio avec la même efficacité qu'un homme se préparant à la guerre. Mais ils vont regretter de ne pas avoir envoyé plus d'hommes. La première brèche survint par le quai de chargement, charge creuse soufflant les portes renforcées avec une précision militaire, signe d'ingénierie et de budgets illimités. Lucas avait anticipé. La configuration de l'entrepôt obligeait les assaillants à passer par des points étroits, transformant leur supériorité numérique en faiblesse. Il plaça Cassandra derrière un conteneur, capable d'arrêter les balles de fusil, son ordinateur et les preuves dans un boîtier étanche qui survivrait peut-être même si eux n'y parvenaient pas, quoi qu'il arrive, lui dit-il, main douce sur ses épaules, fais parvenir ces informations aux autorités. Que le monde sache qui est vraiment ton père. Elle saisit son bras alors qu'il se retournait, doigt s'enfonçant dans son biceps avec une force désespérée. Lucas, attends. Je veux que tu saches que je suis désolé pour ce qu'il a fait à ton équipe, pour ce qu'il t'a pris, pour chaque vie détruite par l'argent de ma famille. Je suis désolé. Il recouvrit sa main de ses doigts calleux,
doux contre sa peau qui n'avait jamais connu la violence jusqu'à ce soir. Je sais, dit-il simplement, et le pardon dans sa voix fut un cadeau qu'elle ignorait avoir besoin. C'est pourquoi je vais m'assurer que tu vives pour réparer cela. La première vague d'assaillants traversa l'entrepôt avec une précision chirurgicale, grenades aveuglantes annonçant leur présence avant que les tirs automatiques n'éclairent l'obscurité comme des feux d'artifice mortels. Lucas possédait tous les avantages, connaissance du terrain, position préparée, rage concentrée rendant l'homme dangereux de façon que les manuels d'entraînement ne pouvaient prévoir. Il se mouvait dans l'ombre comme de la fumée, apparaissant derrière les positions ennemies pour éliminer des cibles avec une froide efficacité avant de disparaître dans le labyrinthe de conteneurs et d'équipements industriels devenus son terrain de chasse. Chaque assaillant abattu portait armes et équipements de communication militaire, confirmant ce que Lucas savait déjà, Jonathan Reed disposait de ressources dépassant largement les conseils d'administration, pénétrant au cœur de l'appareil militaire américain. Mais au fur et à mesure que le nombre de corps augmentait, Lucas comprit avec une inquiétude croissante que ce n'étaient pas seulement des mercenaires ou des soldats corrompus. Ils étaient en service actif, convaincus de mener une opération légitime contre des menaces terroristes. L'influence de Reed était plus profonde et toxique que Lucas ne l'avait imaginé, transformant les meilleurs éléments de l'armée américaine contre leurs propres concitoyens au service de la cupidité d'entreprise. La situation tactique se détériora rapidement avec l'arrivée de nouveaux véhicules, déversant des soldats professionnels se déplaçant avec la précision coordonnée d'une unité d'opération spéciale, exécutant une mission de sauvetage d'otages plutôt qu'un assassinat. Lucas compta au moins 15 ennemis, tous équipés de vision nocturne et de communication en temps réel, tous prêts à tuer un citoyen américain pour protéger les secrets de Jonathan Reed, croyant probablement sauver des vies plutôt que d'en détruire. Depuis sa position derrière le conteneur, Cassandra entendait la fusillade éclater dans l'entrepôt, rafale contrôlée ponctuée par le claquement sec du fusil de Lucas, qui éliminait ses cibles avec la précision chirurgicale acquise dans des endroits où toute hésitation signifiait la mort. L'écran de l'ordinateur affichait les messages entrants de son assistante, du conseil d'administration, de journalistes ayant découvert l'histoire malgré toute la discrétion dont elle avait fait preuve. Le monde extérieur commençait à remarquer, ce qui signifiait que la fenêtre pour éliminer les problèmes discrètement se refermait rapidement, mais aussi que les enjeux étaient plus élevés que jamais. « Papa » murmura-t-elle dans le vide, « qu'es-tu devenu ?» Un nouveau son perça les tirs, le sifflement distinctif des pales d'hélicoptères militaires approchant depuis le fleuve comme des anges mécaniques de la mort. Lucas avait espéré plus de temps, mais les ressources de Reed semblaient illimitées lorsqu'il s'agissait de protéger son empire de sang et de corruption. Les projecteurs traversaient les vitres de l'entrepôt tandis que les hélicoptères prenaient position, soulevant des décennies de poussière et de débris qui transformaient l'air en nuages étouffants. « Il est temps de partir », appela Lucas à Cassandra, voix à peine audible sous le tonnerre mécanique au-dessus d'eux, annonçant une résolution rapide et violente. Elle attrapa le boîtier de l'ordinateur et le suivit dans un tunnel de maintenance menant au système de drain sous l'entrepôt. Ses pieds bandés glissaient sur le béton humide, illuminé par un éclairage d'urgence qui projetait des ombres inquiétantes sur les murs semblant se refermer sur eux comme les parois d'un tombeau. Derrière eux, des cordes de descente étaient lâchées par les toits, des forces spéciales se préparant à un assaut total sur ce qui aurait dû être une simple opération d'enlèvement, mais qui était devenu bien plus complexe et dangereux. L'ironie n'échappa pas à Lucas, des soldats d'élite américains, les meilleurs des meilleurs, traquant ceux qui tentaient d'exposer la corruption ayant tué leurs frères à l'étranger. Les drains sous le district industriel de Portland constituaient son ultime plan de secours, un réseau de tunnels en béton reliés au fleuve, offrant plusieurs voies de fuite par les artères souterraines de la ville. L'eau froide atteignait les chevilles dans le canal principal, portant l'odeur de la décrépitude urbaine et des effluents industriels vers le fleuve Columbia, témoin de la montée et de la chute des rêves industriels de l'Oregon. Cassandra peinait à suivre, pieds bandés glissant sur le béton recouvert d'algues, tandis que l'éclairage d'urgence projetait des ombres étranges sur les parois du tunnel qui semblaient se refermer sur eux. Au-dessus, l'entrepôt éclatait de coups de feu alors que les mercenaires de Reed découvraient leur fuite. Mais les drains avaient été conçus pour résister aux inondations et aux balles de fusil, béton renforcé destiné à canaliser un fleuve entier pendant les pires tempêtes du Pacifique. Presque arrivé, murmura Lucas, sa voix résonnant contre les parois humides du tunnel alors qu'ils atteignaient l'échelle de maintenance qui menait à la surface, six pâtés de maisons plus loin, là où la vie civile poursuivait son cours, inconsciente de la guerre qui se déroulait sous leurs pieds. Mais à mesure qu'ils gravissaient vers la lumière, Cassandra sentit quelque chose se fissurer en elle. Pas son courage, non, mais ses illusions sur la famille, la loyauté, et le prix de faire ce qui est juste. Quand tout ce en quoi on croyait s'avère bâti sur des mensonges, la vérité frappe plus fort que n'importe quelle balle. Ils émergèrent par une bouche d'égout au milieu du parking d'un dîner ouvert toute la nuit.
Le néon projetait sur l'asphalte humide des éclats roses et bleus, comme une aurore boréale artificielle dans la pluie fine du nord-ouest Pacifique qui tombait maintenant sur eux en larmes venues d'un ciel indifférent. Lucas tendit la main pour aider Cassandra à sortir, et ensemble, trempés et grelottants, ils se retrouvèrent face au monde extérieur, à la fois familier et étranger. À travers les vitres du dîner, des camionneurs et travailleurs de nuit sirotaient leur café en fixant un écran de télévision murale. Les images d'un entrepôt en flammes et d'une fusillade en plein cœur de Portland s'affichaient sur leurs visages, déjà interprétés comme un incident terroriste. La bandeau d'information défilait, explosion et fusillade à l'entrepôt de Portland. Cellule terroriste neutralisée. Personne ne savait que ce qu'ils voyaient n'était que le premier acte d'une guerre silencieuse, opposant un entrepreneur de la défense corrompu à l'homme dont l'équipe venait de le détruire. « Il nous faut un téléphone », murmura Cassandra, l'eau ruisselant sur ses cheveux, le sac d'ordinateur serré contre elle comme une bouée de sauvetage. Le FBI, les médias, quelqu'un qu'on ne peut pas acheter. Mais au fond d'elle, elle doutait que de telles personnes existent encore, dans un monde où son père pouvait retourner des soldats américains contre leurs concitoyens d'un simple coup de fil et quelques briefings stratégiques. Lucas la regardait, illuminé par le néon, et quelque chose bougea dans sa poitrine. Pas le pardon, exactement, mais quelque chose qui s'en rapprochait suffisamment pour être important. Le téléphone public devant le dîner était un vestige d'une époque révolue. Son métal était griffé par le temps et le vandalisme, mais il fonctionnait encore, dans ce monde numérique où la valeur de la communication anonyme semblait oubliée. Lucas y glissa des pièces pendant que Cassandra allumait son ordinateur, se connectant au Wi-Fi non sécurisé du dîner pour téléverser des fichiers sur des serveurs sécurisés répartis sur 3 continents. Chaque document envoyé était un clou de plus dans le cercueil numérique de Jonathan Reed, une preuve survivant à eux-mêmes, un héritage de crimes corporatifs que ni l'argent ni l'influence ne pourraient effacer. FBI Tipline, répondit une voix, professionnelle et alerte malgré leur tardive. Je dois signaler une corruption dans les contrats de défense et le meurtre de soldats américains à l'étranger, dit Cassandra, la voix calme malgré tout ce qu'ils avaient traversé, la dirigeante d'entreprise retrouvant enfin son équilibre face à une crise qui réclamait du leadership plutôt que des projections trimestrielles. Je suis Cassandra Reed, et je possède des preuves documentaires montrant que Reed Defense Technology a systématiquement escroqué le Pentagone tout en envoyant nos troupes mourir pour le profit. Le silence dura plusieurs secondes avant que l'agent ne commence à poser des questions qui, en quelques heures, allaient précipiter la chute d'un empire bâti sur la trahison et abreuvé de sang. 20 minutes plus tard, des agents fédéraux arrivèrent en véhicule banalisé. Le contraste entre leur badge et leur professionnalisme et les mercenaires qui les avaient traqués dans les rues de Portland ne pouvait être plus frappant. Cassandra sentit le doute s'infiltrer, comme un brouillard venant de la rivière. L'agent spécial Martinez, de la division des crimes corporatifs du FBI, examinait les fichiers avec une intensité concentrée, celle de quelqu'un qui attendait depuis des années ce genre de coup de théâtre. Ses questions devinrent de plus en plus pointues à mesure qu'elle parcourait les contrats détaillant des paiements pour des informations fabriquées et des équipements jamais livrés sur le terrain. Cela suffit pour inculper Jonathan Reed pour trahison, murmura-t-elle, mais nous aurons besoin que vous témoigniez tous les deux. Et cela signifie protection des témoins jusqu'à ce que nous puissions garantir votre sécurité. Les mots tombèrent dans l'air comme une sentence. Cassandra comprit avec horreur que coopérer avec le FBI signifiait détruire non seulement son père, mais potentiellement des dizaines d'employés innocents, travaillant de bonne foi sans savoir que leur salaire était payé avec le sang de soldats. Lucas observa son visage changer alors que les implications prenaient forme. Il comprenait le poids des choix qui n'avaient pas de bonne réponse, seulement différents degrés de mal nécessaires. 3 jours plus tard, dans une salle de conférence stérile d'une maison sur Fédéral près de Portland, Cassandra se trouvait entourée d'agents du FBI et de procureurs fédéraux. La voix de son père résonnait à travers les haut-parleurs, chaque mot semblant injecter de poison dans l'air. Jonathan Reed avait accepté une conversation enregistrée avec sa fille, prétendument pour négocier sa coopération contre un traitement clément, mais en réalité pour tenter un dernier contrôle sur le récit de sa propre chute. Cassandra, ma chérie. Sa voix portait cette chaleur paternelle qui avait bercé son enfance, désormais tordue en une manipulation qui lui donnait des frissons. Je sais que ça semble mauvais, mais tu dois comprendre, tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger les intérêts américains, pour garder nos soldats en sécurité face à des menaces que les politiciens étaient trop faibles pour affronter. Lucas était à ses côtés, un ancrage stable tandis que son monde s'effondrait, sa main trouvant la sienne sous la table lorsque les justifications de son père devinrent trop lourdes à porter seule. « Papa », dit-elle dans le micro, la voix brisée malgré ses efforts pour rester maîtresse d'elle-même, « cet homme sont morts à cause de tes mensonges.
Combien d'autres meurent en ce moment à cause des contrats que tu as signés? Le silence qui suivit semblait un gouffre, rempli du poids de décisions irréversibles. Tu as toujours été trop idéaliste, dit finalement Jonathan Reed, sa voix passant de la chaleur paternelle au calcul glacial qui avait bâti son empire sur les tombes de meilleurs hommes. Parfois, protéger l'Amérique signifie prendre des décisions difficiles que les cœurs sensibles comme toi ne comprendront jamais. Ces soldats se sont engagés à mourir pour leur pays. Moi, je me suis assuré que leur sacrifice serve un but plus grand. Quel but plus grand? Cassandra sentit quelque chose se briser complètement à l'intérieur. Non sa détermination, mais le dernier lien avec l'homme qui l'avait élevé, appris à conduire, l'avait accompagné jusqu'à la remise de son diplôme. Ton compte en banque, tes options d'action, tes postes au conseil d'administration, dit-elle d'une voix désormais froide et claire comme la glace. Lucas serra sa main alors qu'elle continuait, trouvant force dans le chagrin partagé et la détermination commune. Je vais détruire tout ce que tu as construit, papa. Chaque contrat, chaque connexion, chaque dollar corrompu gagné sur le dos de soldats morts. Et je le ferai en leur mémoire, surtout pour ces 7 hommes dont tu ne te souviens probablement même pas des noms. Le rire de son père, capté par les appareils d'enregistrement, était un son dénué d'humour et d'humanité, qui serait plus tard joué comme preuve de sa faillite morale complète. Tu crois pouvoir me détruire avec ta petite enquête? Sa voix débordait de confiance, glaçant les agents fédéraux par la portée de ses ressources et de ses connexions, allant bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. J'ai construit cet empire pendant 30 ans, ma chérie. J'ai des amis dans des lieux que tu ne peux même pas imaginer, des dettes à rembourser, des faveurs à appeler, du Pentagone au Kremlin, jusqu'au palais en Arabie Saoudite, où l'argent du pétrole coule comme l'eau. Cassandra ferma les yeux, comprenant enfin l'ampleur réelle de l'ennemi qu'ils affrontaient, non seulement un entrepreneur corrompu, mais un réseau international d'armuriers, de fonctionnaires et d'intérêts corporatifs qui traitaient la vie humaine comme des écritures comptables. Alors je vais tous les exposer, dit-elle doucement, sa voix imprégnée d'une détermination qui surprit même Lucas. Chaque nom, chaque connexion, chaque dollar imbibé de sang. Je vais tout brûler et saler la terre derrière moi. La ligne se coupa, son père ayant mis fin à l'appel, mais ces derniers mots résonnèrent dans la salle de conférence comme une malédiction. Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé, petite fille, ni combien de bonnes personnes vont mourir à cause de ta naïve croisade pour la justice. Mais Jonathan Reed avait sous-estimé la résolution de sa fille et l'expérience tactique de Lucas, une combinaison plus dangereuse qu'aucun des 2 hommes n'aurait pu imaginer. Avec les enquêteurs fédéraux, ils démantelèrent méthodiquement le réseau de corruption qui avait mis des décennies à s'installer. Traçant les flux financiers et les communications, révélant une conspiration touchant les plus hauts niveaux de plusieurs gouvernements. L'acumène commercial de Cassandra, combiné à la connaissance militaire de Lucas sur les opérations à l'étranger, se révéla dévastateur pour identifier des schémas que les enquêteurs individuels avaient manqués. Chaque révélation entraînait de nouvelles arrestations, de nouvelles saisies d'actifs, de nouvelles preuves peignant un tableau toujours plus effroyable de corruption systématique ayant coûté des milliers de vies sur plusieurs continents. La maison surdevint une salle de guerre où agents fédéraux et enquêteurs militaires travaillaient sans relâche pour bâtir des dossiers solides pour les tribunaux, conscients que leur fenêtre d'opportunité était limitée par l'immense réseau et les ressources de Reed. 6 mois plus tard, le procès Reed Défense Technologies occupait toutes les unes des journaux. Jonathan Reed, en combinaison orange, faisait face aux témoignages accablants de victimes longtemps réduites au silence. Cassandra témoigna, vêtue d'un simple costume noir, sa déclaration claire et dévastatrice, détaillant des années de preuves que son père n'avait jamais imaginé qu'elle découvrirait, encore moins comprendrait. Il se croyait au-dessus des lois, dit-elle, le regard fixé sur l'homme qui lui avait donné la vie et tenté de la lui reprendre. Mais les familles de ces 7 soldats méritaient mieux que des mensonges et des dissimulations, et les milliers d'autres morts aussi. Lucas, assis dans la galerie avec Mason à ses côtés, comprenait que la justice était parfois un chemin long, mais toujours digne d'être parcouru, malgré les fantômes qui hantent la route. Le verdict fut unanime, coupable de tous les chefs d'accusation, y compris conspiration, fraude et complicité de meurtre à travers plusieurs juridictions. Jonathan Reed passerait le reste de sa vie en prison fédérale, son empire démantelé et ses biens distribués aux familles des soldats sacrifiés par sa cupidité et son incompétence. Dehors, les journalistes se pressaient autour de Cassandra et Lucas. Les caméras et micros ne pouvaient capturer la satisfaction silencieuse de savoir que cet homme courageux et d'innombrables autres avaient enfin obtenu justice. Et maintenant, que ferez-vous? Cria un reporter, attendant des banalités sur la guérison et l'avenir. Lucas posa un bras protecteur sur les épaules de Mason, le garçon portant fièrement les plaques militaires de son père,
tandis que Cassandra se tenait à côté, quelque chose de plus qu'une alliée, une famille forgée dans l'épreuve, le respect et le trauma partagé. Nous rentrons à la maison, répondit Lucas simplement, sa voix portant le poids d'un homme ayant enfin trouvé la paix. Parfois, la plus grande victoire n'est pas la bataille gagnée, mais la famille protégée en la livrant. Un an plus tard, Cassandra Reed se tenait dans la salle de conférence de sa nouvelle société, Phoenix Defense Consulting, entourée de conseillers militaires et de fonctionnaires gouvernementaux convaincus que la défense éthique n'était pas seulement possible, mais nécessaire à la sécurité nationale. La mission de l'entreprise était encadrée au mur, protéger ceux qui nous protègent avec honneur, intégrité et vérité. À travers la fenêtre de son bureau, elle voyait Lucas au parking, récupérant Mason à la garderie d'entreprise, portant le badge de directeur de la sécurité qui symbolisait sa transition officielle, de vétéran hanté à protecteur de ceux qui servaient leur pays avec honneur. Leur relation avait grandi lentement, bâtie sur la confiance née du trauma partagé et du respect mutuel, un amour né des cendres pour créer quelque chose de plus fort que ce qu'ils avaient imaginé après tant de pertes. Chaque héros mérite une seconde chance, lui avait-elle dit la nuit où il accepta enfin de cesser de fuir son passé pour construire un avenir. Et au final, ils avaient tous deux découvert que certaines chances valaient la peine d'être saisies, surtout quand le combat dépassait le bonheur personnel, un combat pour honorer les morts en protégeant les vivants.